Grand Corps, presque en bonne santé, a fait une première invitation au voyage. Je vous propose qu'on continue sur ce thème avec Monsieur Lomo Miasion, qui est maître de conférence hors classe à l'Université de Strasbourg et qui va venir nous présenter, à travers un voyage européen, un petit peu les politiques publiques pour les personnes en situation de handicap dans différents pays européens. On va aller en Allemagne, on va aller en Belgique, en Espagne, en Italie, en Lituanie et en Pologne principalement. Et il va présenter aussi comment l'Union européenne participe à la mise en œuvre de politiques inclusives des personnes en situation de handicap. Monsieur Lomo Miasion, c'est à vous. Vous êtes là, parfait. Je ne sais pas si vous voulez vous installer au pupitre ou où vous voulez. Oui, oui, allez-y. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je remercie l'ensemble de l'organisation pour l'invitation qui m'a été faite. Alors, contrairement à ce qui a été dit, je ne vais pas montrer comment l'Union européenne contribue aux politiques inclusives, mais peut-être essayer d'analyser, de comprendre. Voilà. Donc essayer d'analyser, de comprendre un petit peu comment ça se passe à l'échelle européenne. Et donc j'ai essayé de traduire un petit peu dans des différentes slides, alors il y en a plusieurs hein, que je propose, mais de traduire trois questions essentielles qui sont posées. C'est la question de l'accessibilité, qu'est-ce que c'est ? Et la question de la participation sociale aussi, et ensuite aussi la dynamique autour des loisirs hein, pour les personnes en situation de handicap. En sachant que souvent, l'accès aux loisirs, c'est un des points noirs pour vous et blanc pour moi, de ce qui est peut-être un petit peu le manque d'accès pour les personnes en situation de handicap à la vie sociale de manière globale. Alors j'ai entendu, avant il y avait une chanson sur la question de l'inclusion et de l'autodétermination, et je pense que les 2 derniers jours, hein, vous en avez parlé énormément. Ce qui m'intéresse de montrer finalement, c'est de réfléchir à cette question qui est la question de l'accessibilité et de voir finalement comment elle est construite. Avec un collègue, ça fait quasiment une trentaine d'années que nous travaillons dans les perspectives comparatives à l'échelle européenne et puis aussi dans d'autres espaces en Asie, aux Amériques et puis en Afrique sur cette notion de comparaison de ce que c'est que l'accessibilité. Lorsqu'on évoque l'accessibilité, pour aller très très vite, c'est essentiellement 3 choses. La première chose, c'est souvent le cadre architectural. Voilà, est-ce que l'aménagement est bâti? Est-ce que les lieux sont facilement accessibles? Exemple, c'est cet amphithéâtre. Deuxième élément important dans l'accessibilité aussi, de plus en plus, ce sont tous les usages des nouvelles technologies. Alors qu'on va voir émerger de plus en plus hein, pour les différents types de déficiences en fonction du type et du degré de déficience. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau ici des médiations humaines et animales. Alors, mon collègue Frédéric Richard a développé un concept qui, je pense, qui est intéressant, qui s'appelle l'APCU, pour indiquer accéder à un lieu. Ensuite, une fois qu'on arrive au lieu, est-ce qu'on arrive à pénétrer dans le lieu? Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on est dans le lieu, est-ce qu'on arrive à circuler? Là, par exemple, si je suis en fauteuil roulant, dans cette salle-là, ma circulation est légèrement limitée. D'accord, il y aura des yeux où je pourrais circuler, à d'autres, pas du tout. Ensuite, le troisième élément, le quatrième élément, pardon, c'est utiliser le lieu. Et donc, on verra un peu plus loin, quand je reviendrai sur la question de l'accessibilité, pourquoi ça me semble plus important que la notion d'inclusion, j'en dirai un mot par la suite, parce que ça permet de mettre les gens réellement au contact du réel. Ensuite aussi, juste pour reprendre globalement comment je travaille depuis une trentaine d'années sur les questions de handicap, il faut indiquer que les questions liées au handicap viennent essentiellement de ce qu'on appelle les minority studies, c'est-à-dire que les études sur les minorités. Même si elles sont nombreuses, même si elles constituent, en fonction des pays, entre 10 et 15% de la population, les populations en situation de handicap sont souvent considérées comme des minorités et sont considérées comme ce qu'on appelle des cadets sociaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas souvent droit à la parole, on les entend très peu, et c'est pour ça que les politiques dites participatives ou inclusives
souligne cette nécessité-là de les ramener au cœur de l'espace social. Et c'est ce qu'on voit déjà au niveau à la fois international et puis aussi ensuite au niveau européen, dans ce que j'ai mis là comme approche systémique, à la fois macro, très très grossier, ensuite micro, aller plus proche du terrain, et puis méso au niveau communautaire. Alors, la difficulté qu'on a souvent lorsqu'on fait de la comparaison, et ça j'insiste dessus, c'est qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. Il faut comparer des choses qui sont comparables. On ne peut pas comparer, par exemple, un pays comme l'Ukraine qui est en guerre, pour commencer à évoquer les questions de handicap ou de participation sociale des populations, avec un pays qui est comme le nôtre, hein, où c'est plutôt tranquille. Donc il faut vraiment comparer les choses qui sont comparables. Et c'est pour ça que lorsqu'on évoque la question de la comparaison, j'aime beaucoup cette citation de mon collègue Denis Poisa lorsqu'il dit que c'est le chuchotement posé à l'oreille avec des îlots. Donc on va essayer de regarder finalement, de manière un peu fine, dans la fin de mon intervention, comment dans différents îlots, dans différents pays, on perçoit ces questions qui sont liées autour de l'accessibilité. Alors, j'ai mis quelques autres pistes de réflexion. Alors, le premier élément, et là vous avez raison de l'indiquer, c'est qu'on va effectivement voir un petit peu quelques aspects réglementaires, quelques aspects juridiques. Mais dans ces aspects réglementaires et juridiques, la première chose, le premier constat que je fais d'entrée de jeu, c'est qu'à l'échelle européenne, quel que soit le pays, il y a un écart extrêmement important entre ce qu'on appelle l'accès théorique, c'est-à-dire l'accès au droit. L'Europe fourmille de législation, de textes, hein, et puis l'accès réel. Et c'est la confrontation entre les deux qu'on va un peu essayer de regarder et d'opérer. Parce qu'on va se rendre compte, et vous vous rendez compte de la chose beaucoup mieux que moi, que dans l'espace européen, et même ici en France, les lois ont beaucoup plus avancé que les mentalités. Les lois ont beaucoup plus avancé que les mentalités. Et c'est pourquoi il faut toujours, en tout cas en ce qui me concerne, regarder avant tout, lorsqu'on traite ces questions-là, la question des représentations sociales du handicap, et puis l'autoreprésentation que les personnes concernées en font elles-mêmes. Parce que souvent, cette autoreprésentation-là n'est pas souvent prise en compte, ce qui fait qu'on parle souvent à leur place, on dit des choses à leur place, on s'exprime à leur place, et puis parce qu'on a toujours l'idée de faire le bien. Voilà, on veut faire le bien. Et ça, cette question de l'autoreprésentation va induire ensuite quelque chose qui est essentiel, c'est la question de la participation sociale. Et la participation sociale, c'est le fait d'être inclus au sein de la société, c'est le fait d'être membre à part entière d'un groupe, avec l'idée globale de la construction d'un vivre ensemble. Et cette construction de vivre ensemble, comment elle se constitue, comment elle se fait, comment elle s'opère, ça, c'est une autre gageur. Et l'approche que j'aurai ce matin, ce sera une approche qui est une approche socio-historique et puis également une approche anthropologique autour de la question, et ça c'est important maintenant, des invariants, qu'est-ce qui ne change pas au sein des sociétés, et puis de regarder aussi au plus près ce qu'on appelle les constructions socio-culturelles. Parce que le handicap, vous le savez beaucoup mieux que moi, c'est une construction socio-culturelle. Les sociétés disent et font ce qu'elles veulent du handicap. Alors souvent j'aime à mettre cette citation. C'est une citation que je dois à un collègue à moi, qui est mon maître à penser, qui s'appelle David Le Breton. Et cette citation, j'aurais bien aimé l'écrire, mais je ne l'ai pas écrite malheureusement. Voilà, c'est comme ça arrive dans la vie. Il dit ceci, David Le Breton, les limites du corps dessinent à leur échelle l'ordre moral et signifiant du monde. Penser le corps est une autre manière de penser le monde et le lien social. Un trouble introduit dans la configuration du corps est un trouble introduit dans la cohérence du monde. Alors, j'insiste dessus parce que ça ramène véritablement à ce que c'est que le handicap ou comment le handicap est considéré. Dans la perspective ontologique, c'est-à-dire la manière dont l'humain est constitué, je pense que vous avez eu un philosophe il y a 2 jours, ou je sais pas, hier, qu'est-ce que c'est finalement un être humain? C'est à ça que nous pose la question du handicap. Et lorsqu'on réfléchit à cette question, on va se rendre compte qu'en fait, le handicap, ce n'est pas l'écart à la norme, ce n'est pas le corps cassé, ce n'est pas le corps absent, ce n'est pas l'approche biopsychosociale. Le handicap nous conduit à réfléchir à la notion d'altérité. Et lorsqu'on réfléchit à la question de l'altérité, on se dit, est-ce que cet autre, c'est insemblable? On se rend compte, en fait, finalement, et dans cette phrase de David Le Breton, que le handicap va conduire non seulement à être mis à l'écart,
Après, il y a des collègues qui travaillent sur la marginalité, la déviance, etc., etc. Mais ensuite aussi, va rompre la relation avec les autres. Et donc finalement, la cohésion qu'on souhaite mettre en place et les dynamiques qui vont ensuite advenir sont comprises à travers le corps. Sont comprises à travers le corps, la manière dont il est fait, à travers la corporité, comment ce corps se déplace dans l'espace social, qu'est-ce que ce corps nous dit aussi des autres. Et donc parce que les sociétés, comme vous le savez toutes, beaucoup mieux que moi, sont souvent valido-centrées. C'est-à-dire qu'elles sont construites autour des personnes valides, ce qui fait que la question du lien social, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion plutôt de participation sociale, est entravée lorsque on est en situation de handicap. Alors, je montre ici un invariant qui traduit plusieurs choses. Le corps est présent, mais le corps est absent. Lorsqu'on travaille sur la question de la corporéité, on va travailler sur la manière finalement de comment on se meut dans l'espace social, comment on bouge dans l'espace social, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on participe. Là, ça c'est une image, ça fait quelques années déjà que je suis cette image, ou alors qu'elle me hante, parce que je passe souvent devant cet endroit qui est un endroit à Strasbourg, dans un café qui s'appelle, un bar qui s'appelle le Cosmos. Et le monsieur que vous voyez là, été comme hiver, tout le temps, il a envie d'être avec les autres. En France, il y a eu la loi de 2005 qui permet de rendre tous les espaces accessibles. Mais cet espace-là, pour ce monsieur, n'est pas du tout accessible. Il y a une petite marche, une petite rampe à monter. Depuis que je fais maintenant 4 ans, 5 ans de l'observation sur cet espace-là, il y a une seule fois, on l'a mis à l'intérieur, parce que c'était en plein hiver, il y avait de la neige à l'extérieur, il a fallu le porter pour le mettre à l'intérieur. Sinon, il est à l'extérieur. Et de temps en temps, des gens viennent discuter, échanger avec lui. Il y a encore quelques jours, j'ai des photos de, je sais pas, une centaine de photos de nuit, de jour, à toute saison de cet espace-là. D'accord ? Donc ici, la manière dont le corps présente empêche ici à l'individu, à la personne, de pouvoir se réaliser. Et puisque j'ai entendu le terme autodétermination, pour pouvoir aussi indiquer comment elle se constitue. Autre espace social, en Europe, ici nous sommes à Almunecar. Almunecar, c'est une petite ville baleinière d'Andalousie. Parce que je passe donc, ça je ne l'ai pas dit, je mène en ce moment une étude comparative en Europe autour de la déficience visuelle. C'est pour ça que vous avez dit qu'il y avait la Pologne, la Lituanie, également la Belgique. Et on travaille notamment sur comment les personnes déficientes visuelles se déplacent dans l'espace public. Et puis de temps en temps, il m'arrive aussi encore de continuer à travailler sur les personnes à mobilité réduite. Même scène que devant le Cosmos, cette jeune dame-là, elle est devant un espace, mais si vous faites un peu attention, parce que j'ai suivi la scène assez longtemps, il y a une personne à l'intérieur qui devait être son père, qu'elle attendait parce qu'il était en train de faire des formalités dans le magasin. Ensuite, ils se sont rendus à la mairie d'Almunecar, qui est pas loin, à 400 mètres de cet endroit. Donc, de la même manière, le corps, il est bien présent, mais ce corps-là, il est absent de l'espace social, il est rendu invisible. Il est rendu invisible par ici des formes de barrières architecturales. Et dans l'espace européen, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, vous qui voyagez un petit peu, c'est une scène qu'on peut reproduire à l'infini. Une scène qu'on peut reproduire à l'infini, qui permet ici de montrer que les individus ne peuvent pas participer socialement. Pourquoi ne peuvent-ils pas participer socialement? Alors, je reviens à la question des invariants. Et ça, dans les recherches que j'ai menées dans les différents pays européens, ça apparaît de manière extrêmement forte. C'est que les personnes en situation de handicap sont considérées toujours, et quels que soient maintenant les aspects légaux qui sont mis en avant, parce que le handicap, je rappelle toujours, ressorti du droit compensatoire, et ce droit compensatoire se trouve à côté du droit des autres, qui est le droit ordinaire, et de cette manière-là, même ce droit compensatoire, là, il place toujours dans le rang de outsiders, c'est-à-dire à l'extérieur du groupe. Et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'elles veulent, ces personnes? C'est bien d'être comme les unes et les autres, avec un processus, alors que j'aime pas beaucoup, qui est le processus de normalisation. Mais ce qu'on va voir un peu, c'est que les sociétés ne créent pas la normalité, c'est-à-dire le normal au sens où on l'entend. Les sociétés, avec les deux images que je vous ai montrées, elles vont créer de la normalité. C'est ça qu'elles créent.
Et donc c'est pour ça ici, j'ai évoqué le stigmate, j'ai évoqué le stéréotype, mais surtout ce qui va apparaître important, c'est qu'à l'échelle, dans l'espace européen, les personnes se trouvent toujours dans un espace liminal, dans un entre-deux, pas tout à fait inclus, pas tout à fait exclu, ni totalement asservi, ni totalement libre, pas tout à fait autonome, mais en même temps aussi, on leur demande de pouvoir se réaliser avec des formes d'étiquettes qu'on pose sur elles, qu'on appelle alors, le labelling, hein, c'est le nommer la personne. Et tout ça parce que souvent, et lorsqu'on prend finalement les aspects, pourquoi le monsieur n'arrive pas à entrer dans son bar préféré, ce n'est pas parce que les gens ne l'aiment pas, c'est aussi parce qu'aussi, au fond, dans les aspects psychosociaux, parce que le handicap, c'est toujours l'inconscient, on pense que c'est une personne qui est en manque d'autonomie, qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et ce qui fait que la plus grande des choses qu'on a pu regarder aussi en travaillant sur l'Europe avec des collègues, hein, c'est de se dire, bon, finalement, les barrières psychosociales, elles persistent et constituent toujours un frein à la participation sociale. Alors, il me dit que je dois retourner comme ça. Donc ici, pour comparer en Europe, je disais qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et donc en Europe, on peut comparer des choses. Alors, il y a deux Europes pour moi. Il y a l'Europe de la communauté de l'Union européenne, et puis il y a l'Europe du Conseil de l'Europe, 49 États ou 47 en fonction qu'on chasse ou on maintient la Russie et la Biélorussie, et puis l'Europe aujourd'hui des 27. Dans ces deux Europes-là, on y a parcouru quand même quelques pays, et puis ailleurs aussi dans le monde, ce que je disais avant, c'est que le handicap, c'est vraiment une construction socio-culturelle. Et avec un collègue, on a posé 4 questions, qui sont des questions très simples, pour essayer de regarder comment, dans les différents pays, on traite la question du handicap. La première question, voilà, quels sont les marqueurs? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est considérée comme handicapée? J'ai mis des guillemets. Comment on l'identifie? Comment on la nomme? Deuxième question, ce sont un petit peu ici, quelle est l'étiologie? D'où ça vient? Est-ce que quand je suis né en situation de handicap, est-ce que c'est la même chose que quand j'ai un accident? Est-ce que c'est pareil lorsque, par exemple, on va dire que c'est faute à pas de chance, mon handicap? Donc ici, il y a toujours derrière la notion étiologique du handicap qui va se renforcer après par les représentations sociales qui sont importantes. Et puis ensuite, ce que nous faisons ici aujourd'hui, on va plutôt vers la question du traitement social. Alors cette question du traitement social du handicap, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est de dire finalement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les politiques publiques, ce que vous disiez avant? Quelles sont les pratiques qu'on met en place? Et puis après, moi, je vais terminer sur la question de l'accès aux loisirs. Je disais que c'est un point qui me semble essentiel. Ensuite, dans la comparaison internationale, évidemment, il y a plusieurs manières d'aborder le handicap, et à l'échelle européenne aussi. Il y a 3 façons, grosso modo, puisqu'on sait que les questions du handicap sont liées à 2 choses, hein, pour qu'on les voit apparaître dans la société, c'est la guerre, et ensuite c'est le travail. Voilà, c'est les deux aspects essentiels. Et là, on a 3 modèles qui peuvent être, qu'on peut prendre. Le premier modèle, c'est le modèle par les droits humains. Alors, j'en parlerai rapidement ensuite. Hein, alors, toutes les règles autour de l'égalité des chances, hein, faites par l'ONU notamment, depuis 1948. Ensuite, le deuxième modèle, c'est l'approche socio-environnementale. Ça, c'est le modèle qui m'intéresse, que je vais aborder aujourd'hui, pour dire que le handicap, hein, c'est la rencontre d'un individu, d'une individu et d'un environnement, d'un socio-environnement, et qui va le placer finalement en situation de handicap. Et puis le troisième modèle, dont on parle souvent très très peu, mais que le modèle de réhabilitation à base communautaire, et ce modèle-là, qu'est-ce qu'il permet? C'est en fait de se dire qu'à toutes les échelles de la société, chacun est responsable de son voisin, de son proche. On revient à la dimension de l'altérité et la communauté de se saisir de ces éléments. Et c'est ce qu'on parle. Alors parfois on prolonge ce modèle-là en évoquant la question des environnements capacitants. C'est-à-dire en se disant effectivement à tous les endroits, on va pouvoir créer des espaces pour que les personnes arrivent à exister. Maintenant, pour revenir, arriver au cadre réglementaire. Alors le cadre réglementaire, alors je disais que c'est très intéressant d'en parler, mais pour moi ce n'est pas le plus important, parce que souvent, le cadre réglementaire, les États vont signer des traités, vont signer des textes, mais la signature n'est souvent qu'un aspect cosmétique.
Un aspect cosmétique, pourquoi? C'est évidemment et ça on va le voir, notamment lorsque vous parlez, on parle beaucoup d'inclusion. L'inclusion, c'est une injonction normative. L'inclusion, c'est une injonction normative, comme souvent des textes sont signés. On vous dit, il faut mettre en place pour les personnes qu'on les entende. Mais jamais on ne vous dit comment. Il y a un texte de loi qui a été fait. Et donc, dans ces aspects-là, on a à l'échelle internationale, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, une série de textes, il y en a de nombreux qui existent, autour des questions de handicap. Ça va de la Déclaration universelle des droits de l'homme à la Charte des Nations Unies, etc., 45-48. Et puis on a après, au niveau européen, un texte qui est important. C'est un texte qui est parfois très peu connu, qui vient du Conseil de l'Europe. C'est un texte qui date de 1959. Et dans ce texte-là, c'est un accord cadre. C'est un des premiers accords cadres qui indique des choses sur les questions du handicap. Alors, comme c'est le Conseil de l'Europe, ça n'a aucune valeur juridique ou légale. Les États sont obligés ou pas de l'appliquer. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir ici une base de travail. Ensuite, à l'échelle de l'Union européenne, alors là, je vais aller à très, très grands traits, on peut évoquer, successivement dans les années 2000, la ratification en 2010-2011 de la Convention des Nations Unies de 2006. Je rappellerai un peu plus loin cette Convention des Nations Unies de 2006, qui est quand même l'outil et l'instrument important pour réfléchir aux questions de handicap. Mais ensuite, l'Europe, depuis quasiment une trentaine d'années, s'est lancée dans plusieurs textes pour légiférer autour du handicap. Et ces textes-là permettent notamment, et là j'insiste ici sur, par exemple, sur l'acte européen sur le handicap de 2015, qui va permettre, notamment cet acte-là, de réfléchir à mettre en place des structures et aussi à donner la parole aux personnes handicapées. Mais le texte le plus important pour moi, c'est peut-être celui-ci. Alors, c'est la Charte des droits fondamentaux. Alors, comme c'est une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les États sont obligés de l'appliquer, de le mettre en œuvre. Dans cette Charte des droits fondamentaux, il y a 3 articles importants. L'article 20, égalité en droit. Mais une fois qu'on a dit égalité en droit, on n'a rien dit. Ça ne sert à rien, quasiment. Article 21, non-discrimination. Je dis aussi, une fois qu'on l'a dit, également, on n'a rien dit. Parce qu'on a mis plein de choses à l'intérieur de cette non-discrimination. Et puis on vous rajoute, il y a quand même un petit bout qui concerne le handicap là-dedans. Mais l'article le plus important, c'est l'article 26. Dans cet article 26-là, on parle véritablement des personnes en situation de handicap. On vous dit qu'elles ont droit à la vie sociale, qu'elles ont droit à une intégration, qu'elles ont droit au soutien, qu'elles ont droit également à la participation à la vie en société. C'est pour ça que la question de la participation, pour moi, est la question la plus essentielle. Et qui dit participation va dire la notion d'intégration. J'aime mieux le terme intégration que le terme inclusion. Je reviens dans ma conclusion. Je vais revenir pourquoi. Parce que dans l'intégration, je vais revenir à une notion qui a été développée par un collègue qui s'appelle le SODER. On va trouver 4 niveaux. On va trouver 4 niveaux. Le premier niveau d'intégration, c'est l'intégration physique. Je prends Marguerite, je prends Jacob, je les mets avec les autres. Voilà, il est là physiquement. Et c'est souvent ce qu'on fait dans plusieurs lieux d'accueil de personnes en situation de handicap. Ah, tu veux voir les autres? Viens, on va t'amener, on te pose là. Et puis il est tout seul dans son coin, mais il est intégré. C'est le premier niveau. Deuxième niveau d'intégration, c'est l'intégration dite fonctionnelle. Là, ça commence à devenir intéressant. On prend donc Marguerite, on la pose avec les autres là. Et puis Marguerite commence quand même à échanger un petit peu avec les autres, à discuter un petit peu. Voilà. Troisième niveau d'intégration, c'est l'intégration sociale. Là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Au sens où Marguerite commence non seulement à échanger avec les autres, mais elle commence aussi à participer avec les autres. Elle commence à co-construire avec les autres. Elle commence vraiment à être actrice de ce qui se passe. Elle n'est plus simplement sujette. Et le quatrième niveau d'intégration, c'est l'intégration sociétale. C'est ce que vous appelez, vous, inclusion. L'intégration sociétale, ici, la dimension de l'altérité est prise totalement en compte. On ne nie pas la différence, mais on tient compte de l'altérité, c'est-à-dire que l'autre, c'est quelqu'un qui est différent de moi, mais ce différent porte en lui aussi des éléments du même, c'est-à-dire de moi,
Et comme disait Platon dans le Sophiste, exister, c'est avant tout être différent. Et puisqu'il est différent, il peut être intégré socialement. Et donc je travaille sur l'altérité, ce que vous appelez vous inclusion. Et lorsqu'on arrive ici à travailler sur cette notion d'intégration, on peut arriver à la question de l'inclusion, si ça vous intéresse, mais que moi j'emploie très peu, pour arriver aussi à ce qu'on appelle ici la question de l'accessibilité universelle, dont je parlerai un peu plus loin, parce qu'il s'agit finalement de produire tout de la même manière que les autres. Alors ça c'est tout petit, c'est fait exprès, parce que je vais y aller très très vite. C'est simplement de rappeler la législation, les textes en cours au sein de l'Union européenne. Et dans ces textes en cours-là, on a une très grande directive européenne de 2019. C'est celle qui est en ce moment en application. Et dans cette directive-là, c'est une directive autour des biens et des services aussi, avec des éléments qui tournent autour de comment faire un ordinateur, comment faire en sorte que les services numériques soient accessibles, etc., etc. Mais l'intérêt de cette directive, c'est de nous rappeler quand même des principes essentiels ou basiques. Un, on va revenir à la non-discrimination. Je disais, une fois qu'on l'a dit, on ne l'a rien dit. On va revenir à l'égalité des chances. Une fois qu'on l'a dit, on n'a rien dit. Mais par contre, on va retravailler ici sur l'accès aux biens et aux services. Ça commence à devenir intéressant. Et ensuite, la directive va rappeler aussi des éléments, parce que l'Union européenne, on aime beaucoup faire des plans d'action. Que personne ne voit ensuite, mais on a mis quand même en place un plan d'action. On en est au 2e ou 3e grand plan d'action, qui va maintenant jusqu'en 1930. On attend de voir ce que ça va donner. Mais en rappelant quand même, dans ce plan d'action-là, quelque chose qui est important ici, améliorer l'accessibilité aux informations pertinentes. Pourquoi j'ai souligné ce point? C'est parce que souvent un des éléments qui apparaît, un des freins à la participation sociale des personnes en situation de handicap, c'est qu'ils ne savent pas que les choses se passent. L'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui est extrêmement abandonné. L'accès à l'information, c'est quelque chose qui est totalement abandonné. Et c'est vrai que je me suis fait un petit reproche ce matin, de me dire, bon, il aurait fallu faire un petit peu de Falc, d'accord? Bon, parce qu'il faut faire cet accès à l'information. Autre point, maintenant, toujours à l'échelle européenne, c'est toujours ici, dans les nouvelles directives, c'est le fait de lever les barrières, différentes barrières, voilà, qui se posent. C'est aussi le fait, et ça c'est important maintenant à l'échelle européenne, ce sont les disparités entre les différents pays qui existent. On va le constater par la suite. Et dans ces disparités-là, par exemple, la loi française de 2005, lorsqu'on va prendre la loi belge avec les Wallons et les Flamands, on va aller du côté de l'Espagne avec des gouvernements autonomes, on va aller du côté de l'Allemagne avec des États fédérés. Il y a de vrais problèmes d'harmonisation des législations. Et c'est pour ça ici que l'Europe souhaite et veut mettre en place ici ces législations communes. On le verra un petit peu lorsqu'on va évoquer la question du loisir et du tourisme. Parce que ces éléments-là, ça va entraver la libre circulation des personnes. J'en parlais par la suite. Et ça conduit notamment il faudrait, dans la législation européenne, réduire la fragmentation qu'il y a au sein de l'Union européenne. Monsieur Lomot, je suis le gardien du temple, je permets de vous dire qu'il vous reste 10 minutes, un quart d'heure. C'est parfait. Parfait. Je suis dans mes temps. Ensuite, ici, je cite juste ce dernier texte dans les aspects législatifs. C'est donc le grand programme dans lequel nous sommes lancés jusqu'en 2030. Et dans ce grand programme-là, alors ce que j'ai bien aimé dans le programme, c'est quand même le rappel à la dignité humaine. Parce que le rappel à la dignité humaine, c'est toujours le retour à la dimension ontologique. C'est-à-dire que, évidemment, tous différents, mais tous égaux, ça me semble important. Ensuite, dans le programme qui va être mis en place, il y a plusieurs choses qu'on souhaite mettre en place autour de l'éducation, de l'école, de l'éducation, du travail, l'emploi, etc., etc. Mais ce qui est important dans ce texte, et ce qui me semble utile pour revenir à la question de la participation sociale, c'est de dire que l'accessibilité est le catalyseur de tout. Travailler sur l'accessibilité, ça permet de toucher à différents points de la vie sociale. Et donc l'accessibilité serait un petit peu, comme disent les sociologues, un fait social total. C'est-à-dire que ça touche l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect culturel, etc., etc. Et ça permet aussi ensuite maintenant aux personnes de participer.
Et cette participation-là, je conclus ici les aspects législatifs pour faire une petite conclusion. Dans les années 70, on commence vraiment à s'intéresser aux personnes en situation de handicap. Dans les années 90, on va renforcer et changer de paradigme. On passe de la réadaptation à un paradigme qui est celui de la citoyenneté. Ce sont des personnes comme toutes les autres. Et donc l'accessibilité, qu'est-ce que l'accessibilité revient ici à réfléchir et à sortir du handicap, et ça, dans les différents textes européens, on a cet élément-là, dans une perspective qui est une perspective par le manque, par l'absence, une perspective qui est une perspective défectologique. Voilà, une perspective défectologique par la défection, etc., etc., pour arriver à réfléchir finalement à quelque chose de la rencontre d'un individu et d'un environnement en lui permettant de pouvoir exister en travaillant véritablement sur la pleine citoyenneté, en travaillant ce que vous appelez, vous, les politiques inclusives. Et lorsqu'on évoque ici cette accessibilité, on va mettre ici en place deux types d'actions. Les premiers types d'actions, elles sont orientées vers l'individu. Deuxième type d'action, elles sont orientées vers l'environnement. Premier type d'action orienté vers l'individu et orienté vers l'environnement. Et c'est là où ensuite on va réfléchir dans l'espace européen aux termes que vous employez tout le temps, les termes d'autodétermination. Alors, ça m'embête toujours ce terme, parce que je mets toujours des guillemets autour de ça, mais je préfère un autre terme qui est le terme d'empowerment, c'est-à-dire que la prise de pouvoir par l'individu sur son existence. Ça me semble beaucoup plus réaliste, l'empowerment. Et donc ici, on va travailler vers la personne, on va travailler aussi vers l'environnement, ce qui permet ensuite de réfléchir à ça, et ça, c'est une illustration que j'aime beaucoup mettre. Alors, à mes étudiants, c'est un ouvrage obligatoire, c'est une bande dessinée qu'ils doivent impérativement lire. C'est la bande à Ed, la bande dessinée sur le handicap. Et donc, il y a un autre copain, Ed, qui est en fauteuil, qui a son groupe, et puis Ed, il va au cinéma. Et puis, ses copains l'attendent ici à l'extérieur. Les copains lui disent, mais Ed, tu étais au cinéma, qu'est-ce que tu es allé voir? Pourquoi tu es allé voir ce navet? Le navet s'appelle Aimer à tout prix. Et puis Ed répond, mais j'ai pas le choix. Parce que la seule salle qui était accessible, c'est la salle 1. Et à la salle 1, il n'y avait que Aimer à tout prix. Alors, réfléchir à cette notion d'accessibilité, ça permet aussi de réfléchir après, ensuite, maintenant, à deux choses. Alors, je passe le phénomène de ici. À l'accès à l'espace. À l'accès à l'espace, la personne, elle, s'est déplacée, il allait aller dans l'espace. Voilà. Mais ensuite, maintenant, est-ce qu'il a utilisé l'espace? Je reviens au concept de ACPU, utiliser, pénétrer, circuler, voilà, mais est-ce qu'il a utilisé l'espace? Est-ce qu'il a fait comme les choses, comme les autres? Et donc, cet élément autour de l'accessibilité, c'est un frein qu'on va rencontrer à l'échelle européenne. Quand vous baladez, hein, vous avez fait ça. Et c'est pour ça ici, et je conclurai la question de l'accessibilité ici, que réfléchir à l'accessibilité, c'est réfléchir à la participation sociale, donc à la mobilité des personnes, à leur déplacement dans les espaces, en fonction du type et du degré de handicap. C'est aussi réfléchir finalement aussi à quelque chose qui est très important. Là, je cite Habermas, qui évoque beaucoup la notion d'espace public. Combien de personnes en situation de handicap rencontrent-on dans l'espace public? Or, l'espace public, c'est le meilleur espace de liberté. C'est l'espace où on s'exprime. Combien de personnes on rencontre? Combien voit-on? Elles sont cloîtrées chez elles souvent, dans les institutions, dans les familles. Et ça, ici, lorsqu'on travaille sur l'action de l'accessibilité, finalement, il faut regarder le triptyque des barrières à l'accessibilité. C'est la question des barrières intrinsèques, des barrières extrinsèques, ça qui m'intéresse beaucoup, et puis les barrières qui sont aussi interactives et socio-environnementales. Et ces barrières-là, lorsqu'on va regarder dans les 2 minutes qui viennent la question du tourisme, on va les comprendre. Alors, j'aurais pu évoquer la vie affective et sexuelle, voilà, par exemple, parce que c'est un point sur lequel, à l'échelle européenne, on a d'énormes disparités. Ceux qui sont alsaciens, nos voisins à côté, en Suisse, lorsqu'on va un peu plus loin en Allemagne, en Belgique, hein, on a par exemple la question des assistantes sexuelles. En France, ici chez nous,
c'est quelque chose qui est très mal vu, c'est taxé de proxénétisme. J'aurais pu évoquer ici la question de l'éducation et de la formation, mais ça, il y a plein de collègues qui travaillent sur le sujet. Pourquoi j'évoque la question des loisirs? Parce que c'est souvent véritablement, j'ai insisté avant, un point noir de la vie des personnes. Parce que chacun d'entre nous ici, les unes et les autres, on se construit à travers les loisirs, qui sont un marqueur social. Et les personnes en situation de handicap, souvent comme elles sont considérées comme des enfants et qu'elles ont du temps, pour le loisir, bon, c'est quelque chose qu'on va mettre de côté. J'ai bien aimé voir un peu les déclarations après les Jeux paralympiques de Paris, qui ont permis de mettre en place, de faire voir des athlètes paralympiques, des athlètes en situation de handicap. Sauf qu'une fois de plus, on n'a pas montré les athlètes en situation de handicap. On a montré des fauteuils, on a montré des amputés. Or, 80% des handicaps sont invisibles. On n'a pas montré. Les Jeux paralympiques, hein, c'est encore un des endroits les plus, je ne vais pas dire encore, les plus fermés à l'aspect des loisirs des personnes de handicap. C'est pour ça ici, lorsque je reviens à la question des loisirs, je terminerai juste par le petit mot que j'ai mis à la fin, c'est qu'on est homo ludens. On est des hommes qui jouent, des hommes qui créent, des hommes qui s'amusent. Je vous intéresse peut-être, ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir les travaux, parce que j'en aurais pu parler, hein, parce qu'à l'échelle européenne, je travaille un petit peu dessus, sur les artistes pieds et bouche, par exemple, ce qu'ils produisent. Donc ici, l'homme qui joue, l'homme qui crée, c'est un homme qui va mieux. Et dans les voyages, le voyage ici, ce qu'il a d'important, c'est de pouvoir ici construire l'individu, de pouvoir le relier aux autres, de pouvoir le socialiser. Et j'aime beaucoup ce que dit un collègue qui s'appelle Teboul. Les loisirs correspondent au développement, à une prise de pouvoir de l'individu sur sa vie. Et ça, on va voir ensuite maintenant, je montre juste quelques diapositives supplémentaires, comment ces loisirs sont constitués. Je passe très vite là, tout ça. Juste pour vous rappeler, non, il faut quand même que je rappelle ça, parce qu'il doit me rester 5 minutes. Oui. Je vais juste rappeler quelque chose qui est très important, c'est que plusieurs d'entre vous, chaque année, vous faites 3, 4, 5, 6 voyages par an, c'est pour certains. Vous avez des vacances, c'est parce que les vacances, c'est un droit humain qui est reconnu depuis 1948. Mais pour de nombreuses personnes en situation de handicap, les vacances ne sont pas du tout reconnues, elles sont refusées, elles sont refutées. Et pourtant, il y a des conventions, des textes qui existent autour de ça. Et pourquoi j'évoque la question du tourisme? Parce que le tourisme, c'est vraiment un facteur important. À l'échelle européenne, on estime qu'il y a environ 90 millions de personnes handicapées. Voilà. Et le tourisme, c'est un grand marché, un marché extrêmement important. Parce que sur les 90 millions de personnes handicapées, il faut compter les familles, il faut compter les accompagnants, donc ça fait un marché qui est exponentiel. Et sur lequel il y a très peu de choses, très peu de chiffres, très peu de statistiques qui sont données. Et lorsqu'on prend la question du tourisme, c'est une question importante, à laquelle il faut traiter. Et c'est là on va se rendre compte que du rôle important à l'échelle européenne, non pas des États, mais surtout des associations et des structures qui permettent aux personnes de se déplacer, de se mouvoir. Et donc ici, on va retrouver des éléments notamment autour de la question de l'autodétermination. Voilà. Là, je mets ici, alors, c'est le label le plus connu en France, qui est le label ATH, avec les 4 niveaux de handicap, le label Destination pour tous. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est par exemple le label de la Fédération Handisport sur l'espace loisirs, qui montre différents niveaux d'accessibilité aux pratiques. Je montre ensuite ici quelques éléments autour des loisirs, parce que j'évoquais avant l'aménagement de l'espace. Et donc ici, dans cet aménagement de l'espace-là, on commence à voir apparaître ici et là, dans des communes qui pratiquent notamment, il y a un instrument de l'Union, un instrument de l'ONU et qui est repris par l'Union européenne qui s'appelle l'Agenda 22, ou traité local et handicap. Donc on va retrouver ici ces éléments-là autour de l'accessibilité. Alors, seul problème, le seul bémol que je pose toujours, c'est la question du fauteuil. La question du fauteuil, hein, parce qu'une fois qu'on a mis un fauteuil dans un site, on estime que le site est accessible, et quitte des autres types de handicap. Ensuite, ici, maintenant,
Pour la France, toujours, on a ce type de label et de pictogramme qui existe, hein. Alors, j'insiste sur le dernier pictogramme que vous ne connaissez peut-être pas. C'est le petit M là. C'est les musées de France. Parce que dans la charte des musées de France, il y a une charte sur l'accessibilité. Lorsqu'un musée appose ce petit macaron, ça veut dire que le musée a un service éducatif qui concerne les personnes en situation de handicap. Je vais terminer. Minutes, monsieur. Je sais. Désolé. Je termine juste. Je suis dans mon timing là. Je peux même prendre du temps. Ensuite, je vais un peu du côté de la Belgique pour montrer ici un petit peu, et ça c'est toujours fait par des associations, le travail sur des symboles et des pictogrammes d'accessibilité. Alors le pictogramme accessi indique les lieux accessibles en fonction du type et du degré de handicap. Alors ça, je passe très vite en Belgique, hein, au Luxembourg, ce symbole-là, sur les entreprises accessibles. Alors sur l'Espagne, alors je fais un travail important en ce moment sur l'Espagne. Alors je vais montrer ici où on va voir que l'Espagne, en fonction des États, quand je dis États, en fonction des territoires autonomes, des régions espagnoles, on a plus ou moins des éléments autour de l'accessibilité. Alors je prends ici, ça c'est la nouvelle station de métro à Madrid, la station de Chamartín. Et dans cette station-là, vous allez trouver donc ici, et quand on va prendre l'exemple de la France, il n'y a plus d'avantage à Madrid pour se balader que de se balader à Paris en fauteuil roulant. On a ici toutes les indications pour montrer comment on est handicapé, mais on a toujours encore ce petit monsieur là-bas qui est là et qui est toujours à l'extérieur de l'espace. Ensuite, je prends ces derniers exemples, je terminerai par l'Espagne. C'est une fondation qui s'appelle la Fondation ONCE. Alors, elle a été créée, il y a une seule chose que Franco a bien faite, c'est qu'il a créé, il a donné le loto aux personnes en situation de handicap, donc la ONCE, et la Fondation ONCE a une entreprise qui s'appelle Ulunion, à la fois c'est une entreprise de voyage, une entreprise de tourisme, et qui a des hôtels. Et dans les hôtels Ulunion, il y a ça, et ça, c'est ce qu'ils disent, qu'ils font de l'inclusion. Effectivement, tous les personnels d'hôtel, hein, il y a dans le personnel 20 à 30% en fonction des hôtels, des personnes en situation de handicap. Et je termine juste aussi par ça, parce qu'un des éléments qui apparaît dans les sociétés européennes, c'est la question des sociétés inhospitalières et la question des incivilités, qu'on va retrouver partout. Il y a des gens qui se garent sur les places en situation de handicap et sont toujours y faire attention. Et je terminais par ça, par cette diapositive-là, parce que c'est celle qui me semble importante autour de la question des loisirs et du tourisme. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que l'Espagne est une destination touristique, hein. L'Espagne a fait beaucoup plus d'efforts que la France en matière d'aménagement des plages, énormément d'avantages en matière d'aménagement des plages. Et là, ici, on a des plages qui sont quasiment accessibles. On a ici, encore ça, je suis du côté d'Almunécar, une site balnéaire. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas toutes les plages qui sont accessibles, mais l'accessibilité ici, elle est quand même perçue autrement. Si monsieur le maître du temps me permet de conclure. 2 secondes. Alors, monsieur le maître du temps va me permettre de conclure avec ça. C'est de conclure avec cet élément ici, pour dire que la question qui se pose en Europe, c'est vraiment la question des facilitateurs. C'est vraiment la question des facilitateurs. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour avoir des facilitateurs qui permettent aux gens de participer à la vie de la société de manière globale? Et ça, ces facilitateurs-là, c'est vous, moi un petit peu, mais qui permettent aussi surtout de construire quelque chose qui s'appelle pour moi, c'est là je l'ai terminé, ce qu'on appelle ici la conception universelle. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que lorsqu'on commence à faire quelque chose, qu'on pense immédiatement aux personnes qui sont considérées comme vulnérables, fragiles ou encore précaires. Voilà. J'en ai terminé. Et merci beaucoup. Désolé. C'est pas la fonction la plus facile, mais elle est nécessaire d'être maître du temps. On a quand même 5 petites minutes pour prendre des questions de la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une question à poser? Oui, ici. C'est pas obligatoire, hein.
Juste, monsieur, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Là, juste devant là. Le micro enregistre, s'il vous plaît. Ça a l'air allumé. Bonjour, c'est bon, on m'entend? C'est parfait. Bonjour, je m'appelle Florian, je suis de l'association Nous aussi 84. J'ai une question. Pendant vos recherches dans l'Europe, est-ce qu'il y a un pays qui est un peu plus avancé que les autres ou c'est à peu près pareil? Alors, merci beaucoup pour la question, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Pour moi, c'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question. Parce que souvent, on va vous dire, écoutez, les pays nordiques, la Suède, le Danemark, la Finlande, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour des questions du handicap. Et oui, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ces pays-là, notamment sur l'aménagement de l'espace urbain. D'accord? L'aménagement du cadre urbain, voilà, c'est fait. Mais est-ce que les autres points sont vus sur la question de l'éducation, la question de la formation, la question de la vie sociale, la question de la citoyenneté? Et donc c'est pour ça que j'ai souvent du mal à répondre à cette question-là. Ce qui me semble, c'est qu'il faut regarder, il faut regarder point par point. Voilà. Je prends la question de l'accessibilité au cadre bâti. Ok, je dirais bon, on va voir. Hein, il y a plein de choses en Suède, en Finlande qui sont très correctes. Mais par contre là, j'aurais des bémols, par exemple, à faire sur l'accès à l'emploi des personnes là-bas. Un exemple. Quand je prends un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'Espagne. Parce que, comme il y a plusieurs régions autonomes, lorsque je suis du côté de la Galice, par exemple, ou de l'Extremadura, où on a encore des très vieilles bâtisses, les questions d'accessibilité au cadre bâti, c'est compliqué, extrêmement compliqué. Mais par contre, quand je suis dans des grandes villes, c'est un peu plus facile. Mais dans ces petites villes-là, où en Extremadura, en Galice, où on est vraiment au fin fond parfois de localités, il y a plus de, et là pour le coup, de cohésion et de respect au sein de la communauté, avec l'entraide qui se produit autour des personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est parfois un peu compliqué de répondre à cette question. Voilà. Il y a une autre question ici. Bonjour, je suis Jérémy, je fais partie de l'ADAPI de la Meuse. Comment vous avez conçu tout ça en fait? Alors, vous avez 2 secondes. Non, alors, c'est à peu près une trentaine d'années de travail de terrain, parce que je fais beaucoup de travail d'observation. Et je passe en moyenne 4 mois de l'année à vraiment faire de l'observation sur le terrain. Voilà. Bon, on va remercier l'État français. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis délégué de Nancy et administrateur de l'ADAPEM de Meuse. Je voudrais, quand vous dites les loisirs, les vacances, ils sont plus chers que les autres. Pourquoi? Ah, ça c'est une excellente question. Alors, pourquoi c'est plus cher que les autres? Alors, la première réponse d'abord, c'est que le monde est constitué autour des gens qui sont valides et que c'est un marché. Et donc, quand les gens vont faire un week-end à Rome, classique, 2 ou 3 jours, il peut payer 300 €. Mais pour les personnes en situation de handicap, on va dire, bon, il faut qu'il y ait un accompagnant. Il faut s'occuper d'avoir de la sécurité. Il faut qu'il y ait le fauteuil qui puisse passer, etc., etc. Et ça augmente les coûts. Et donc, il y a la question qui est un des vrais freins, dont je n'ai pas parlé, vous avez raison d'insister dessus, c'est la question du surcoût. Des surcoûts qui se posent. Or, si on estime que le handicap est une responsabilité sociale, ce n'est pas à la personne ou la famille de payer. C'est à la société de prendre en charge. Parce qu'il y a d'autres endroits de la société où on fait des mesures compensatoires. Et ce point-là, justement, il y a très très peu de mesures compensatoires pour la question des loisirs. Et merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, alors attendez, je regarde au fond aussi parce que... Non, c'est bon. Combien de temps faites-vous ce métier-là? Alors, j'enseigne depuis 1997. Wow.
Vous les faites pas. Je suis pas sûr. Je ne suis pas si sûr que ça. Merci. Merci beaucoup. Et on a tenu le timing, c'est parfait. Merci beaucoup.